Tomber enceinte quand on travaille au Congo, est-ce une joie ou bien une peur? La peur de perdre son boulot, la peur d'être remplacé, la peur de voir son salaire coupé. Pourtant, la loi congolaise protège les femmes enceintes. Mais pourquoi tant de femmes au Congo continuent à souffrir en silence? Aujourd'hui, sans détour, nous allons parler du congé de maternité en République du Congo, explorer ce que dit la loi et dénoncer les pratiques qui sont faites par des employeurs. Et surtout, on va donner des conseils pratiques, des indications pratiques pour permettre aux femmes de protéger leurs droits. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Pour cet épisode inédit ce soir, nous recevons monsieur Julson Leni Babela, juriste congolais. On est parti. Alors, bonsoir monsieur Julson Leni Babela et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir monsieur Mbekerman et encore merci de me recevoir sur votre plateau. Ok, alors comment se porte-t-on ? Plus ou moins bien. Ok, merci. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, qu'entendez-vous par congé de maternité ? Par congé de maternité, si on s'en tient aux dispositions du Code du travail congolais, on peut dire que le congé de maternité est une période de repos donnée à une salariée en état de grossesse qui varie entre 15 semaines et 18 semaines. Donc 15 et 18 semaines, c'est la durée du congé de maternité. Donc c'est un temps de repos que l'employeur va donner. C'est l'employeur qui donne, c'est ça? On dit que c'est un droit que toute femme a de pouvoir suspendre son contrat de travail pendant 15 semaines consécutives. À partir de quel moment, vous avez dit une femme enceinte? Oui, donc il faudrait qu'on tombe enceinte pour qu'on puisse demander un congé de maternité ou se faire prévaloir notre droit au congé de maternité. Est-ce qu'il faudrait que la grossesse soit visible ou bien le simple fait de tomber enceinte fait qu'on puisse bénéficier de ce congé-là? Le simple fait de tomber enceinte ne suffit pas. Il faudrait aussi prouver qu'on est enceinte, notamment par un certificat médical qui pourrait être donné par un médecin ou par une sage-femme de la place. Alors, est-ce qu'une femme qui tombe enceinte, comme vous l'avez dit, et qui prouve effectivement qu'elle est enceinte, parce qu'elle emmène un certificat médical qui a été établi à l'hôpital, voilà, je suis enceinte, est-ce qu'une telle dame, en réalité, peut choisir de ne pas bénéficier du congé de maternité? Est-ce qu'il y a un choix ou bien le congé de maternité est obligatoire? Si on fait une interprétation de la lettre de l'article 113 du Code du travail, on se rend compte qu'on dit que le congé de maternité est un droit que la femme a de suspendre son contrat de travail. Donc si on s'en tient à ces mots, dire que c'est un droit, elle a donc le droit soit de suspendre son contrat de travail, soit de continuer à travailler. Mais si on fait une interprétation de l'esprit, notamment avec les conventions internationales qui protège la femme enceinte, on se rend vite compte que l'objet est de protéger la femme. Et donc à ce moment-là, il est obligatoire pour elle de se reposer pendant cette période. Est-ce qu'une femme enceinte doit informer concrètement son employeur de sa grossesse? Si oui, à quel moment? La femme, je ne pense pas que ce soit une obligation, mais elle a le devoir d'informer son employeur de son état de grossesse, puisque cela a des influences non seulement sur son contrat de travail, puisque la grossesse est un état qui rend peut-être la femme vulnérable à un certain moment. Et donc, dans ce cas d'espèce, dans la mesure où elle va suspendre son contrat de travail, il va advenir certains effets. Et donc, dans cette mesure, la femme est dans l'obligation d'informer son employeur, mais outre son employeur, aussi la sécurité sociale. Ah, donc la femme doit informer son employeur, mais aussi informer la sécurité sociale. Oui, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, mais vous avez parlé du certificat médical. La femme doit se présenter avec un certificat médical, mais est-ce que c'est l'unique document dont une femme a besoin, une femme qui est enceinte, pour pouvoir bénéficier d'un congé de maternité? Au Congo, bien entendu. Au Congo, notamment dans les rapports entre la salariée et l'employeur, le certificat médical suffit amplement pour prouver de sa grossesse. Mais sur le plan social, notamment avec la CNSS, la femme a donc l'obligation de passer des examens avant le 90e jour de sa grossesse, c'est-à-dire avant les 3 mois complets. Les 3 mois complets, elle doit alors déclarer sa grossesse à la CNSS, qui en retour va lui octroyer ce qu'on appelle par un carnet de grossesse et un carnet maternité.
Donc la SNCS a certaines pièces qu'elle est censée remettre à la femme enceinte qui travaille. Oui. Alors vous avez parlé de la SNCS, vous avez parlé de l'employeur dans ce processus ou dans cette procédure de congé de maternité. Moi j'aimerais savoir, est-ce que le congé de maternité est payé? Si oui, il est payé par qui? Est-ce l'employeur? Est-ce la sécurité sociale? Puisque vous avez soulevé ces deux institutions. Le congé de maternité, il est bel et bien payé. Il est payé de moitié du salaire par l'employeur, c'est-à-dire dans le temps de la suspension du contrat de travail. L'employeur, lui, s'oblige à payer la moitié du salaire et la sécurité sociale, elle, à son tour, s'engage à payer les prescriptions médicales issues de la grossesse ainsi que l'autre moitié du salaire. Donc, c'est l'employeur qui paye une partie, la sécurité sociale aussi. Aussi une partie. Autrement dit, dans cette mesure où la partie de la sécurité sociale, on va dire que selon la loi du 4 juillet 2012, instituant la catégorie de famille et enfants sans difficulté, qui dans sa section maternité, parle d'une allocation prénatale. Et l'allocation prénatale n'est autre que cette somme en espèces allouée à la femme enceinte en vue de subvenir à ses besoins médicaux. Et cette somme varie souvent entre 2200 et 2750. Donc, on a 2200 pendant les 6 premiers mois. Pendant les 6 premiers mois, notamment à partir du 90e jour et jusqu'à 6 mois de grossesse. Et à 2750 lors du 8e mois. Par jour? Non, par mois. Cela est ajouté au salaire. Ah, 2700 qu'on va ajouter au salaire. En vue de faire face à ses dépenses médicales, ce qui est dérisoire. Mais non, c'est très dérisoire, très 2700, mais bon. Mais outre cela, on a aussi la prime de naissance. La prime de naissance, mais celle-ci ne prend effet que si l'enfant est né vivant et viable. À ce moment-là, on a une prime de naissance pour les 3 premiers enfants qui naissent dans le ménage ou pour la salariée. Les fameuses conditions de l'acquisition de la personnalité juridique. La personnalité juridique, okay. Voilà, qui est évaluée à 1200. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé de la suspension pendant la période de la suspension. La femme est enceinte, voilà. Est-ce qu'on peut dire que la grossesse fait partie des causes de la suspension d'un contrat de travail? Est-ce qu'on peut suspendre un contrat de travail parce qu'on est tombé enceinte ou parce qu'on a une grossesse, si vous voulez? Oui. La grossesse est une cause de suspension du contrat de travail. Et comme nous savons, la suspension du contrat de travail n'est pas la rupture du contrat de travail. Oui, j'allais en venir pour savoir, dites-nous la distinction qui existe entre la entre la suspension et la rupture du contrat. Oui. Précis dans ce que la suspension n'est autre qu'une mise en suspens du contrat de travail. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez expliquer plus clairement? Plus clairement, on dirait que la suspension du contrat de travail est le fait d'arrêter temporairement le contrat de travail. Oui, momentanément, oui. Pour un temps provisoire, mais sans pourtant qu'il y ait rupture du contrat de travail. Cela signifie qu'à une période donnée, le contrat va reprendre là où il s'est arrêté. Ok, donc il y a une grande distinction entre la suspension qui est l'arrêt momentané ou temporaire du travail, ce qui implique on va dire un retour au lieu du travail. Alors, est-ce que la femme qui est en congé de maternité, dont le contrat de travail a été suspendu, peut voir son salaire coupé? Vous avez dit que l'employeur a une obligation de payer la moitié du salaire et l'autre moitié sera payée par la sécurité sociale. Mais est-ce qu'il est normal, parce qu'on voit ça dans la société, est-ce qu'il est normal aujourd'hui dans ce pays, dans cet état de droit qu'est la République du Congo, qu'on coupe le salaire d'une femme qui est tombée enceinte dont le contrat de travail a été suspendu, qui n'a pas été licenciée en réalité. Il n'y a pas eu rupture du contrat de travail, mais simplement la suspension à cause de la grossesse. Est-ce qu'on peut justement couper le salaire d'une telle dame? Non, l'employeur n'a pas le droit de couper le salaire d'une salariée qui est en suspension du contrat de travail pour cause de grossesse. Il est dans l'obligation de payer la moitié et à charge de la sécurité sociale, de par une indemnité journalière, de pouvoir
payer enfin l'employeur de la moitié ou partie du salaire qu'il aurait alloué à la femme enceinte durant sa période de suspension du contrat de travail. Alors, est-ce qu'un employeur a le droit, parce que sa salariée est enceinte, de la licencier? C'est-à-dire que la licencier au motif de grossesse. Est-ce que même le fait d'avoir une grossesse ou d'être enceinte fait partie des causes, de motifs, j'allais dire, de licenciement? Est-ce qu'on peut licencier quelqu'un parce qu'elle est tombée enceinte? Non. La grossesse n'est pas comptée comme une cause de rupture du contrat de travail. À ce moment-là, certes, le code du travail congolais ne fait pas réellement mention des sanctions qui peuvent advenir de cela. Mais si on s'en tient au code du travail français, notamment à l'article L 1224, on peut se rendre compte que l'employeur n'a pas le droit de licencier une femme enceinte. Et au Congo, avec l'article 113, on parle plus du licenciement qui n'est pas possible pendant la période de suspension du contrat de travail, notamment les 15 semaines consécutives pendant lesquelles la femme se repose. Donc la femme est censée se reposer pendant 15 semaines. Vous avez dit 8 à 15 semaines, c'est ça? 15 à 18 semaines, parce qu'il y a 3 semaines complémentaires qui peuvent être ajoutées s'il y a une maladie qui a été constatée. Ou complications. Oui, en effet, après grossesse. Alors, qu'est-ce qu'une femme peut faire, une salariée, si son employeur le menace ou la menace de la licencier si elle tombe enceinte, par exemple? Dans cette mesure, elle a le droit de saisir l'inspection du travail dans un premier temps, qui s'il n'y a pas une suite favorable, à ce moment-là, elle pourrait se prévaloir devant un juge. Donc, si elle reçoit de telles menaces, elle saisit l'inspection du travail. Qu'adviendra-t-il si, je prends un autre exemple, si une femme enceinte a été renvoyée par l'employeur, ça rejoint un peu la question précédente, mais qui a été renvoyée par son employeur parce qu'elle est tombée enceinte? Comme j'ai pu le dire, le Code du travail congolais ne fait pas réellement mention de cela, mais on peut classer cela comme étant une rupture abusive. Et dans ce cas d'espèce, l'employeur devra donc réintégrer la salariée en son rang de travailleur, et dans la mesure où il n'est pas du tout d'avis de réintégrer la salariée, à ce moment-là, il s'oblige à payer des dommages et intérêts ainsi que tous les avantages qui auraient advenu si le contrat avait continué. Ah oui, je vois un peu toutes ces précisions. Vous savez, je pense qu'il existe des précédents en la matière. Le problème, c'est que notre jurisprudence n'est pas publique. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la jurisprudence, surtout en matière civile. On a à peine le GAJA, le code, les grands arrêts de la jurisprudence administrative que nous avons eu, que le professeur Modoudou, que je cite ici, qui a fait un effort de constituer, d'écrire et puis de récolter un certain nombre de jurisprudences en matière administrative. Mais en matière civile, on n'a pas de texte. À peine j'ai trouvé une seule jurisprudence, mais en tout cas c'est l'enseignant qui nous l'avait apporté quand je faisais la 3e année. L'enseignant nous l'avait apporté, c'était une jurisprudence de la Cour suprême congolaise en matière de droit du travail. Mais en droit civil, en matière civile, en matière de droit du travail, en matière commerciale, on n'a pas de jurisprudence. Quand vous vous présentez au tribunal ou au palais de justice pour demander, on vous refuse catégoriquement une jurisprudence. Alors que nous, en tant que juristes, en tant que chercheurs, on a besoin de lire ce que les juges disent sur l'application de la règle de droit pour appliquer, pour savoir un peu quels conseils juridiques donner aux gens qui sont là, qui ont besoin de ces conseils-là. Vous voyez un peu ce qui rend un peu difficile en fait la recherche dans ce pays. Alors j'ai une question qui me perturbe un peu l'esprit, c'est celle de savoir est-ce que le congé de maternité dont on a parlé ici, vous avez parlé de la SNCS, donc la sécurité sociale, vous avez parlé de l'employeur, est-ce que le congé de maternité pour une femme qui travaille dans le secteur privé est le même pour la femme qui travaille dans le secteur public, c'est-à-dire qui est fonctionnaire par exemple? À cette question, on dirait qu'il y a des similitudes entre les deux congés, c'est-à-dire congé de maternité dans le secteur privé et dans le secteur public. Oui. Notamment dans le secteur public, si on s'en tient à la loi sur la fonction publique de 2022, notamment à l'article 85, on nous fait savoir qu'une femme enceinte a droit à un congé de 15 semaines consécutives et à ses traitements. Donc cela signifie qu'elle a droit à la totalité de son salaire, s'il faut l'appeler comme ça, même si on est en termes de traitement en fonction publique. Oui. Alors qu'en droit du travail, c'est-à-dire dans le secteur privé, l'employeur s'oblige à payer la moitié et la sécurité sociale aussi à compléter la moitié. Ok, merci beaucoup. Alors,
il y a une question super intéressante que je trouve. Une femme qui travaille sans contrat de travail écrit, vraiment ça arrive souvent dans ce pays, une femme qui travaille sans contrat de travail écrit, a-t-elle droit au congé de maternité? Une femme qui travaille Sans contrat de travail écrit. Oui. À ce moment-là, il faut dire qu'elle est dans un contrat à durée indéterminée puisqu'il n'est pas écrit. Oui, Puisque la seule condition d'avoir un contrat de travail écrit serait dans un contrat à durée déterminée. Dans le cas d'espèce, si elle est dans un contrat à durée déterminée et qu'elle est inscrite à la sécurité sociale, elle a non seulement droit aux avantages alloués à la SNCS, mais aussi à la moitié de son salaire par l'employeur. À moins qu'on soit dans un domaine de non-droit, pour ne pas dire... Alors, ça rejoint un peu la question précédente. Vous avez parlé, bon écoutez, c'est important tout ça. Une telle femme, non seulement doit être déclarée à la SNCS, mais aussi elle a droit au congé de maternité. Je prends un autre cas. Prenons le cas des femmes qui travaillent comme domestiques, les femmes qui travaillent dans des petits commerces, à gauche et à droite, dans le secteur privé, bien entendu. Est-ce que de telles femmes peuvent aussi avoir droit à un congé de maternité? Pourquoi je le dis? Parce que je connais une dame qui s'est plainte récemment, on s'est rencontrés. Elle m'a fait part de sa situation, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire l'émission d'aujourd'hui. Qu'elle est tombée enceinte, donc pendant sa grossesse, elle continuait à travailler jusqu'à ce le jour de l'accouchement est arrivé. Elle a accouché, donc le jour de l'accouchement, elle a accouché. 2 jours après, son employeur l'appelle pour retourner au travail. 2 jours après. Donc, le congé de maternité n'a pas été respecté dans ce cas de figure. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce qu'une femme qui travaille en tant que, je sais pas moi, domestique, dans des petits commerces, dans des secrétariats par exemple, est-ce que de telles femmes peuvent également ou ont droit au congé de maternité? On dirait que est-ce qu'ils sont peut-être dans la sphère du travail informel, mais s'il faut requalifier ce qu'ils font, on est plutôt dans un contrat de travail puisqu'il y a ce lien de subordination qui existe. Mais dans la mesure où on est dans du travail, là on va parler du travail clandestin. Puisqu'il n'a pas été déclaré. Oui, qui n'a pas été déclaré. La femme n'a pas été déclarée, enregistrée à la SNCS, il n'y a pas de cotisation, elle n'est parfois pas payée au SMIC. À ce moment-là, il est difficile pour elle d'avoir ce type de congé de maternité. On dirait que dans la mesure où on est dans ce cas de figure, il faut non seulement retenir que ces personnes sont dans des relations contractuelles, notamment dans un contrat de travail, puisqu'il existe un lien de subordination entre cette salariée ainsi que son employeur. Mais on est dans un cas de figure où l'employeur n'a pas du tout déclaré la salariée à la sécurité sociale. Encore moins, il est difficile de voir dans ce type de contrat un paiement au SMIC et aussi au respect des heures qu'une personne pourrait travailler par semaine et tout autre. Ainsi donc, il est très difficile pour elle de pouvoir jouir de ce congé de maternité. Mais à charge à elle de saisir l'inspection du travail afin d'obtenir son congé, aussi la protection de la sécurité sociale. Oui, mais dans ce cas de figure, si une telle femme qui travaille dans un secrétariat, je ne sais pas moi, qui travaille comme domestique, venait à saisir l'inspection du travail pour faire part à l'inspection de cette situation, de ces faits, si l'employeur, étant informé, décide de la licencier, qu'est-ce qui peut advenir ? Parce qu'il faudrait qu'on dise des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se pratiquent dans ce pays. Ah oui. Et comme j'ai dit, dans cette mesure, si elle saisit l'inspection du travail et qu'on arrive à déceler qu'entre eux, il existait un contrat de travail, notamment un lien de subordination entre eux, on pourrait donc calculer le nombre d'années que la personne aurait travaillé, au nombre d'années, pour pouvoir non seulement payer des amendes pour un travail non déclaré, ce qui est une sanction contre l'employeur. Il doit payer des amendes pour le travail non déclaré et aussi il doit des indemnités à la dame puisqu'il aurait eu un licenciement abusif pour cause de grossesse ou cause d'accouchement. C'est abusif pour un employeur de pouvoir rompre ce type de contrat. À ce moment, l'employeur s'expose à des sanctions, non seulement des indemnités qu'il devra payer à la salariée pour le nombre d'années qu'elle aurait travaillé, qui peuvent être calculées selon son âge et selon le nombre d'années qu'elle aurait travaillé, mais aussi des dommages et intérêts. Comme on a dit, c'est un contrat de durée indéterminée. À ce moment-là, il n'y aura pas le nombre de salaires qu'elle aurait pu avoir. Mais on va parler d'indemnités et en calculant le nombre d'années qu'elle aurait travaillé,
son ancienneté et aussi l'âge que la personne a. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, maintenant, cette démarche, c'est au niveau de l'inspection de travail qu'on va obtenir ce gain de cause ou bien c'est devant une juridiction qu'on peut obtenir tout ce que vous avez dit, indemnité, et voilà. On peut obtenir gain de cause à l'inspection du travail, mais si on n'en obtient pas, on peut toujours aller vers la juridiction. Si ça essaie de donner un conseil à une dame que vous connaissez, qui est venue vous saisir, qui est venue vous voir, vous consulter, j'allais dire, dans ce cas de figure, que diriez-vous, que donneriez-vous comme conseil dans ce cas d'espèce? C'est-à-dire la dame n'est pas payée au SMIC dans un premier temps, dans un second temps, elle tombe enceinte, elle aimerait bénéficier du congé de maternité. Que diriez-vous à la dame? Quel conseil vous allez lui donner? Donc je dirais dans ce cas d'espèce, dans la mesure où une salariée est confrontée à ce type de souci, elle a le droit de saisir l'inspection du travail, Oui. mais aussi aller vers la sécurité sociale pour faire une déclaration. Parce que la déclaration de travail n'est pas seulement faite par l'employeur. Le salarié aussi peut déclarer à ce moment-là. Une enquête pourrait être faite pour savoir combien de temps la personne aurait travaillé, quelles sanctions doit s'en tenir à l'employeur et autres. Ok. Est-ce qu'une femme qui travaille en période d'essai dans une entreprise privée, bien entendu, peut bénéficier d'un droit, ou j'allais dire d'un congé de maternité si elle tombe enceinte pendant sa période d'essai? Bon, la période d'essai, on sait que selon l'article 32 du Code du travail, la période d'essai varie entre 15 jours et 1 mois. Donc on a 15 jours si le contrat à durée déterminée est à 0 jusqu'à 6 mois et on a 1 mois pour les contrats allant de 6 mois et plus. Et dans cette mesure, je ne vois pas comment une durée d'1 mois pourrait influer sur une grossesse. Ah bon. Ouais. Parce que dans le contrat d'essai, on a 1 mois d'essai. Je vois mal que la grossesse puisse influer à ce type de contrat. Est-ce qu'une femme, je sais que j'ai donné quelques indices, quelques références dans mon ancien argumentaire, dans l'exemple que j'ai pris lorsque je parlais de la dame qui m'avait fait part de sa situation, celle qui était obligée de retourner au boulot 2 jours après la naissance de sa fille, quand elle a mis au monde son enfant. Il y a une question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce que une femme qui a bénéficié d'un congé de maternité peut retourner au boulot plus tôt que prévu? Dans la mesure où le congé maternité est un droit que toute femme a de jouir, on pourrait dire que dans la mesure où elle le veut, elle peut retourner plus tôt à son travail, puisque c'est un droit qui lui est donné et non une obligation faite à la femme d'avoir une période de repos de 15 semaines, dont 9 postérieures à l'accouchement et 6 antérieures à l'accouchement. Donc si c'est un droit, comme j'ai pu le dire en amont, en faisant une interprétation de la lettre, en disant que c'est un droit, on va vite se rendre compte qu'elle a soit le droit de user de son droit ou de ne pas l'user. Donc, quand vous parlez de congé de 15 semaines, voire 18, c'est échelonné en fonction de la grossesse, en fait, de la durée de la grossesse. Donc, il y a avant l'accouchement et après l'accouchement. Oui. Donc, c'est comment ça se passe déjà? Comme on a dit, on parle de 15 semaines consécutives. Donc, 9 postérieures à l'accouchement et 6 antérieures à l'accouchement. Donc, si je calcule bien, on dirait que quand une femme est en état de grossesse, arrivée à 7 mois et 2 semaines, elle a le droit de jouir d'un congé, puisque 4 semaines égale à 1 mois. Donc si on a 6 semaines, ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi. Oui. Ça fait 1 mois et demi. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que quand une femme est à 7 mois et 2 semaines, elle a le droit d'avoir un congé qui sera échelonné jusqu'à plus 9 semaines au jour de son accouchement. Ah d'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors vous avez dit qu'en réalité, le congé de maternité n'est qu'une cause de suspension de contrat de travail, c'est-à-dire qu'on demande un congé de maternité pour partir pendant un certain temps. Une fois accouché, une fois les semaines passées, on peut revenir au boulot. Alors est-ce qu'un employeur a l'obligation de reprendre une femme, une salariée qui était partie en congé de maternité? C'est-à-dire de la reprendre au travail dans son entreprise? Oui, dans la mesure où ce n'est qu'une suspension du contrat de travail, l'employeur est dans l'obligation de reprendre
la femme qui est allée en congé à son travail. Alors, cette reprise va-t-elle se faire dans le sens où on va prendre la dame pour la remettre au poste où elle travaillait, dans le poste où elle travaillait, ou bien on peut la mettre autre part, c'est-à-dire dans un autre service? Est-ce que c'est possible, ou bien elle doit forcément récupérer ou retourner au poste qu'elle occupait? Il n'est pas fait obligation à l'employeur de remettre la femme au poste où elle était, puisqu'il est de conscience de savoir que la femme doit être mise à un emploi convenable à ses forces. Dans la mesure où, lors du retour de la femme, ses capacités ne lui permettent pas de retrouver son ancien emploi, et il est donc fait obligation à celui-ci de lui trouver un emploi convenable à ses forces. Non, un poste convenable. Un poste Quand on parle convenable. d'emploi, là, on peut changer d'entreprise. Voilà. Et- Un poste convenable. Oui, super intéressant. Alors, est-ce que l'employeur peut diminuer, puisque vous avez parlé du changement donc de poste, c'est possible que l'employeur puisse changer de poste, autrement dit, la salariée qui sort de son congé de maternité, est-ce que l'employeur peut, en fonction de ce changement de poste, diminuer le salaire de cette dernière? Dans la mesure, je pense qu'on est dans on est dans cette mesure, on est dans un reclassement. On est dans un reclassement. Si les facultés ou les capacités de la dame ne lui permettent plus de tenir son ancien poste, alors avec l'avis de la commission ou de l'inspection du travail, l'employeur pourrait donc rétrograder la dame à un poste inférieur à celui où elle était avant sa période d'accouchement. Puisque nous savons que l'accouchement est une période difficile par laquelle il peut advenir des complications médicales et parfois la femme peut revenir avec des capacités moindres que ce qu'elle n'était avant. Donc, son salaire aussi peut diminuer, c'est ça? Le salaire pourrait diminuer aussi. Oui. Maintenant, si, prenons le cas où la femme, vous avez dit, c'est une hypothèse, hein, si la femme venait à perdre un certain nombre de capacités intellectuelles ou mentales, mais si une telle femme gardait ces mêmes capacités cognitives, c'est-à-dire qu'elle est, elle est toujours aussi efficace qu'avant, ou encore devient meilleure qu'avant, est-ce que dans ce reclassement-là, est-ce qu'on va la reclasser ou bien on va la garder dans le poste où elle travaille? Dans cette mesure, il est fait obligation à l'employeur de garder la dame dans son ancien emploi puisqu'elle est dans son ancien poste, puisqu'elle respecte toutes les obligations, elle a les capacités pour pouvoir continuer son travail. Il n'y a pas lieu pour l'employeur de la rétrograder. Alors, est-ce qu'il existe, puisque la femme vient de mettre au monde, il y a un enfant qui est là, une fille ou un garçon, est-ce qu'il existe, selon la loi, des heures d'allaitement? Parce que quand une femme est au monde, forcément, elle doit allaiter l'enfant. Est-ce qu'il y a des heures d'allaitement prévues par la loi pour la femme qui a mis au monde et qui a repris le travail par la suite? Oui. Le droit congolais admet que lors des 15 premiers mois de l'accouchement de la dame, qu'elle ait environ 1 heure de pause en vue d'allaiter son enfant. Donc la durée, c'est 1 heure. La durée, c'est 1 heure par jour. 1 heure par jour 1 heure de par travail. jour. Ouais. Donc si la femme vient au travail, bon voilà l'enfant, est-ce que l'enfant restera à la maison ou elle peut venir avec son enfant et puis les heures d'allaitement Elle peut toujours, tout dépend tant qu'elle respecte les heures parce que c'est 1 heure de temps d'allaitement qui pourrait être échelonné en 30 minutes. Ah oui, oui. Si elle a la possibilité de se déplacer pendant les 30 minutes, d'allaiter son enfant et de revenir à son poste, il n'y a pas de problème à cela. Mais est-ce qu'elle peut emmener l'enfant au travail? S'il y a une crèche il y a souvent des crèches dans les entreprises. Oui, il y a des crèches dans les entreprises. Vous avez commencé à le dire un tout petit peu lorsque vous avez parlé des complications et tout ça, la capacité cognitive de la dame peut baisser, etc. Qu'adviendrait-il, que peut-il arriver si une dame venait avoir des complications d'accouchement ou de grossesse? C'est-à-dire qu'elle a demandé la suspension du contrat de travail pour cause de grossesse, elle est partie, il y a eu des complications, soit de la grossesse, des complications, soit pendant l'accouchement. Que peut-il arriver dans ce cas de figure? Comme j'avais pu le dire en avant, dans la mesure où il y a eu des complications lors de l'accouchement ou pendant la grossesse, on peut admettre qu'elle ait 3 semaines de plus de repos. Les 18 mois. Les 18 semaines. Les fameuses 18 semaines. Les fameuses 18 semaines. Donc, normalement, le principe, c'est 15 semaines. Le principe, c'est 15 semaines, on peut ajouter 3 semaines. Oui. Mais dans la mesure où la grossesse présente un risque pour la dame et pour l'enfant, et que le fait de travailler pourrait advenir d'un danger pour elle et l'enfant, sous l'autorité de l'inspecteur du travail, on peut admettre un repos au-delà des 15 semaines, c'est-à-dire avant
avant même les 7 mois et 2 semaines. Oui, je vois. Puisque vous avez dit qu'il y a 6 mois en arrière, 6 semaines en arrière et 9 semaines de plus, ce qui fait un total de 15 semaines. Donc, 7 mois et demi, on demande un congé de maternité. Et là, vous avez soulevé une exception où l'inspection de travail peut permettre à ce que qu'on demande un congé un peu plus tôt que prévu par la loi. Alors, est-ce qu'une femme qui fait une fausse couche, c'est-à-dire qui perd son enfant lors de l'accouchement, bénéficie d'un congé spécifique? C'est-à-dire qu'elle a demandé un congé de maternité et puis elle perd son enfant. Bon, est-ce qu'elle bénéficie d'un autre congé spécifique ou bien on va comptabiliser dans le même congé de maternité? Elle ne bénéficie pas d'un congé spécifique. Elle bénéficie du même congé que celle qui a eu un enfant vivant et viable. Ah bon? Mais elle n'aura pas droit à la prime de naissance. Ah bon. Elle n'a pas droit à la prime de naissance puisque la prime de naissance est conditionnée par l'acte de naissance de l'enfant. Oui. Et dans le cadre d'une fausse couche, il ne peut pas y avoir d'acte de naissance puisque l'enfant n'est pas né viable. Oui, oui. Et donc, dans cette mesure, elle n'a pas droit à la prime de naissance. Elle a juste droit aux allocations. Elle a juste droit à l'allocation prénatale ainsi qu'aux indemnités journalières. Mais dont la condition aussi serait qu'elle ait cotisé pendant 6 mois et qu'elle ait travaillé environ pendant 20 jours chaque mois, pour ne pas dire 133 heures. 133 heures. 133 heures. Ouais, par mois. Ok, merci beaucoup. Est-ce que les femmes travaillant dans des conditions de travail pénibles, difficiles, bénéficient d'une protection particulière si on regarde la loi congolaise? Oui, comme j'ai pu le dire en avant, dans la mesure où le travail il est pénible, où il représente un danger non seulement pour la femme enceinte, à ce moment-là, un congé de maternité pourrait être donné plus tôt que ce qui est prévu par le deuxième paragraphe de l'article 113. Et donc, à ce moment-là, l'inspecteur du travail, par un constat, pourrait donc lui donner un congé plus tôt que prévu. Alors, est-ce que, vraiment, je voudrais me rassurer, vous avez dit, écoutez, lorsque le congé de maternité n'a pas été respecté, l'employeur, le salarié plutôt, ou la salariée, le cas échéant, peut saisir l'inspection de travail dans un premier temps. Et si elle n'obtient pas gain de cause au niveau de cette inspection de travail, elle peut saisir le tribunal du travail au Congo, donc elle se rend au palais de justice de Brazzaville, si on est à Brazzaville, le cas échéant, pour introduire une requête. Alors, vous avez essayé d'énumérer un certain nombre de sanctions, mais j'aimerais savoir si c'est une liste exhaustive ou bien il y a d'autres sanctions qui existent. Vous avez parlé des indemnités que l'employeur doit verser, si et seulement si ce dernier ne respecte pas le contrat, le congé de maternité de la dame, c'est-à-dire que la salariée a demandé un congé de maternité, mais l'employeur refuse à cette dernière un congé de maternité. Si celle-ci obtient gain de cause, quelles sont en réalité les sanctions qui peuvent advenir pour l'employeur? Dans la mesure où l'employeur ne respecte pas la période de congé maternité de la dame, il pourrait advenir des dommages et intérêts qui seront alloués à la dame qui aurait travaillé alors qu'elle devrait être en congé de maternité. Donc, une dame qui travaille en période de mauvais temps, elle devait normalement bénéficier d'un congé de maternité. Là encore, il faudrait que la dame fasse une demande. Si la dame ne fait pas une demande de congé de maternité, elle ne bénéficie pas de congé de maternité puisqu'elle n'a pas fait la demande. Mais est-ce qu'un employeur conscient de la réalité peut se dire, écoutez, je vous donne un congé de maternité parce que vous êtes enceinte? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il saura même que la dame est enceinte aussi? Sauf si la grossesse atteint un certain à ce moment-là, il peut le faire, il peut donner congé à la dame s'il en a l'information de l'état de grossesse de la dame. Donc l'obligation incombe à la dame d'informer l'employeur, et le devoir revient à l'employeur d'accorder le congé de maternité qui est un droit pour la dame ou pour la salariée. Donc un employeur qui refuse donc d'accorder ce congé de maternité peut se voir présenté ou convoqué par l'inspection de travail dans un premier temps pour se justifier, parce qu'il faudrait qu'il se justifie. Pourquoi vous n'accordez pas le congé de maternité à la dame Y? Parce qu'elle a démontré qu'elle est enceinte. Pourquoi vous refusez qu'elle puisse entrer dans ses droits? C'est un droit pour elle, et donc elle doit forcément bénéficier de ce congé de maternité, parce que s'il n'y a pas ça, vous allez justifier ça comment? Donc c'est à l'employeur d'aller se justifier devant l'inspection du travail. Donc le conseil
j'ajoute, puisque moi aussi je regarde avec vous, le conseil qu'une femme doit retenir en réalité, ça c'est mon avis personnel, si une femme se retrouvait dans une telle difficulté, qu'elle réclame jouir de ses droits, de congé de maternité, elle peut saisir l'inspection de travail si l'employeur refuse de lui accorder ce congé. Donc elle peut saisir l'inspection de travail pour que l'inspection de travail puisse convoquer l'employeur et que ce dernier puisse aller s'expliquer devant l'inspection de travail pourquoi a-t-il refusé d'accorder ce congé tant important, ce droit particulier pour la dame. Alors votre avis, monsieur Lenny Babela, quel est votre avis sur la question du congé de maternité en République du Congo? Mon avis, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil aux femmes pour qu'elles puissent entrer tout le temps dans leurs droits? Le conseil que je donnerais à toutes les femmes congolaises, notamment les salariés en état de grossesse, est de toujours connaître leurs droits et de les mettre en avant, de jouir de leurs droits, puisqu'il est fait obligation pour une femme enceinte de pouvoir jouir d'un congé maternité. À ce moment-là, chaque fois qu'une femme est enceinte, le conseil que je vous donnerai est de pouvoir déclarer dans un premier temps votre grossesse, non seulement à l'employeur, mais aussi à la sécurité sociale avant le 90e jour de grossesse. Avant les 3 mois. Avant les 3 mois, afin de jouir de tous les avantages qui peuvent advenir de cela. Une déclaration à la CNSS pourrait vous protéger contre les abus, notamment contre le refus de l'employeur de vous permettre d'aller en congé maternité, puisque l'acceptation est sanctionnée par un certificat de suspension du contrat. L'employeur est dans l'obligation de fournir un certificat de suspension du contrat de travail. Et si donc la grossesse est déjà constatée à la CNSS, cela vous permet d'avoir encore plus de preuves pour appuyer votre demande devant l'inspection du travail afin de jouir de votre congé maternité. Ok, merci beaucoup, monsieur Judson Lenny Babela. Alors, merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette émission jusqu'à sa fin. Restez scotchés à la page, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez cette vidéo autour de vous et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci.